La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 9. Anomalie. Pendant les 15 minutes du trajet retour, Nathalie reste silencieuse, ce qui n'est pas dans ses habitudes. L'air profondément concentré, avec un visage que je ne lui connaissais pas. À Paris, avenue Foch, j'avais découvert Madame la conseillère. Aujourd'hui, je fais la connaissance du docteur en géophysique, Nathalie Loughlane. Il semble que là-haut, sous la crinière blonde, la machine à équations tourne à plein régime. Cette intense réflexion ne l'empêche cependant pas de rester attentive à sa conduite. Quant à moi, tant l'instant me semble solennel, je me fais tout petit sur mon siège, me gardant bien de troubler ses cogitations par un propos malencontreux. Elle stoppe sous l'auvent de l'entrée du Hilton, descend du véhicule et, impériale, sa veste jetée sur ses épaules, confie les clés au voiturier sans le moindre mot. Ce n'est qu'en franchissant les doubles portes vitrées qu'elle semble reprendre contact avec notre réalité. Je ne sais même pas si elle a senti ma main posée sur sa cuisse pendant tout le trajet. Nous traversons le hall encore animé à cette heure tardive, et comme je la laisse me précéder, j'ai tout le loisir d'observer les regards des hommes à son passage. Certains en oublient même de refermer la bouche. Tous creusent désespérément leur mémoire. Qui peut-elle bien être ? Un top modèle ? Une actrice ? Ou alors une Altesse royale et son garde du corps ? Arrivée aux ascenseurs, elle appuie sur le bouton d'appel et se tourne vers moi avec un petit sourire en coin. Miracle, après 20 minutes de mutisme absolu, elle daigne enfin me parler. Tu voudrais savoir si j'ai bien senti tous ces regards sur mon postérieur ? La réponse est oui. Ne m'étonnant même plus qu'elle lise dans mes pensées, je m'efface pour la laisser entrer dans la cabine. Les portes se referment sur nous, au grand désespoir de quelques messieurs qui auront cette nuit des rêves agités. Soulagé de retrouver la Nathalie que je connais, je lui prends les mains, mes yeux dans les siens. As-tu seulement la moindre idée de l'effet que tu as pu faire à tous ces pauvres gars ? Ils viennent de voir passer le plus beau de tous leurs fantasmes. Elle fait une petite moue, comme quelqu'un pris la main dans le sac. Je sais, je n'ai aucune excuse. Et en plus... Elle baisse les yeux et s'interrompt, presque gênée de ce qu'elle va dire. De l'index replié, je soulève son menton. Et en plus, quoi ? Sa moue penaude s'accentue. Et en plus, ça m'excite. Elle est sauvée par le gong, ou plutôt par le tintement des portes de l'ascenseur qui s'ouvrent à notre étage. Comme pour échapper aux questions qu'elle sait que je ne vais pas manquer de lui poser, elle s'engouffre dans le couloir sans se retourner. Elle ne veut en fait échapper à aucune question, bien au contraire, elle les a diaboliquement suscitées. La porte de la chambre à peine refermée sur nous, la métamorphose s'achève. Nathalie l'amoureuse vient se réfugier dans mes bras et d'une toute petite voix. Je suis une dépravée, mais ça, tu le sais déjà. J'entre dans son jeu. Confidence pour confidence, j'ai découvert récemment que nous avions un point commun de plus. Elle lève les yeux vers moi. Et Que je suis tout autant dépravé que toi. Et Que je t'aime comme un fou. Elle me donne sa bouche et nous restons là une bonne minute à nous savourer, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle abandonne mes lèvres, c'est pour me dire dans un souffle. John Reid, je t'aime. Oh Dieu, si tu savais comme je t'aime. À bien y regarder, son petit air timide et innocent est en contradiction totale avec les deux grands yeux bleus pétillants de malice qui me scrutent intensément. Elle se mordit les lèvres et d'une voix hésitante. Et tu sais ce que je veux maintenant ? Je crois bien que oui. Elle fronce les sourcils. Alors, dis-le. Je ménage mon effet. Je ne sais pas si je dois le dire. Elle supplie. John, je t'en prie, dis-le. Comment résister à une telle supplique ? Pour être aussi dépravé,
tu mérites une bonne fessée. Pour toutes tes réponses, elle émet un petit bruit bizarre. On dirait un chaton qui miaule. Disparue, la flamboyante docteure en géophysique, c'est la femme-enfant dont elle parlait à Barbizon qui est dans mes bras. Je me détache d'elle, la prends par la main et la conduis près du lit. Ses joues et sa poitrine sont déjà roses d'excitation. Je l'aide à enlever sa veste et la suspends avec la mienne au dossier d'un fauteuil. Puis je reviens vers elle, m'assieds sur le lit et la prends par les hanches pour la faire pivoter face à moi. Le zip de son pantalon s'ouvre et descend sans que j'aie le moins du monde à forcer. Et bien sûr, elle n'a rien sur elle, pas le moindre string. C'est le duvet blond qui me le dit. Je prends le vêtement de cuir à hauteur de la ceinture et commence à le faire glisser sur ses hanches. Je crois qu'elle a dû mettre du talc pour l'enfiler, parce qu'il n'est pas possible qu'un cuir si ajusté puisse glisser aussi aisément à même la peau. Je descends le vêtement à mi-cuisse et dégage largement ses fesses et son ventre. Elle prend ma tête dans ses mains, mais avant qu'elle n'ait pu esquisser un autre geste, la main tenant de la main gauche, je claque ses rondeurs de la main droite. Oh, une toute petite tape qui, avec l'effet de surprise, lui arrache un gémissement de plaisir. À une légère crispation de son corps, je sens bien qu'elle attend la deuxième. La deuxième qui ne vient pas. Elle se détend une seconde et j'en profite pour la faire basculer à plat ventre, sur mes genoux, enchaînant avec 2 petites tapes. J'ai été très tendre, mais ses fesses sont très sautées. Preuve qu'elle était totalement relâchée et ne s'y attendait pas. D'une petite voix sucrée, elle demande « Oh oui, John, encore s'il te plaît. » J'essaie, sans succès, de prendre une voix sévère. Et pourquoi le ferais-je ? Elle gémit. Parce que je suis une vicieuse et que ça m'excite. Elle n'est pas la seule à être excitée. Je suis littéralement écartelé entre le besoin de la prendre dans mes bras, de la câliner, et celui de faire rosir son si délicieux postérieur. Mais je sais qu'elle a tellement envie de cette fessée que, tendrement, prenant mon temps entre chaque tape, je claque cette peau si douce. Pour ne pas lui faire de mal, j'incurve légèrement les doigts, ce qui augmente le bruit et diminue l'impact. Elle répond, chaque fois par un petit gémissement. Je crois que j'ai compté 12 tapes, 6 sur chaque fesse. Ma main devient caressante, je n'ose pas continuer. John, maintenant s'il te plaît. Je la libère et n'ai même pas le temps de réagir. Elle est déjà à genoux sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller qu'elle a happé au passage. Je suis si fébrile que je reste tout habillé, et lorsque je la prends, la houle de nos reins est bientôt rythmée par ses exclamations, dans un mélange de français et d'anglais. Elle est intarissable, je ne l'avais encore jamais entendue utiliser un tel vocabulaire. C'est comme si elle libérait tous les fantasmes enfouis en elle. Lorsque nous nous écroulons l'un sur l'autre, je ne sais plus à qui je viens de faire l'amour, tant il y avait de Nathalie. Je ne sais s'il y a corrélation entre un tel état d'excitation et le fait qu'elle vient de passer plus d'1 heure plongée dans les équations de Fred. J'ignorais que les mathématiques et la physique pouvaient être aphrodisiaques. En ce qui me concerne, ce seraient plutôt des inhibiteurs. Le souffle coupé, je m'allonge près d'elle et la prends dans mes bras. Crispée par le plaisir, l'instant d'avant, son visage s'apaise doucement. Elle me sourit, et la tendresse de son baiser me dit que j'ai retrouvé Nathalie la douce. Je caresse tendrement ses cheveux. Il y a tout dans son regard, sexe, espièglerie, tendresse, amour et je ne sais combien d'autres nuances de bleu. Les mots me viennent spontanément. Je n'ai pas connu beaucoup de femmes, mais je suis persuadé qu'il ne doit pas y en avoir légion comme toi. Elle passe un doigt sur mes lèvres, comme si elle voulait en apprendre le dessin par cœur, et me dit d'un air très sérieux. Ce qui fait de moi une anomalie sexuelle qui s'intéresse aux anomalies magnétiques. Elle me pince un téton à travers ma chemise. Mais quand je suis avec toi, le sexe n'est qu'amour. Un amour si grand que je ne voudrais pas revenir de là où tu m'amènes. Je n'ai jamais eu d'orgasme avec un autre homme comme j'en ai avec toi. En fait, je me rends compte que c'est tout simplement la première fois que j'aime. Je n'arrête pas de l'embrasser, le front, les yeux, le nez, la bouche, le cou, et comme elle a libéré ses seins, les tétons où je m'attarde. Puis je recommence, insatiable. Mes mains ont une certaine tendance à s'égarer spontanément sur ces rondeurs. Il faut que je fasse diversion, que je parle d'autre chose.
Tu me disais avoir refait avec moi le circuit que tu fais chaque année lorsque tu viens en Floride. Il reste quelques jours avant de songer au retour. Qu'as-tu prévu? Reste-t-il quelque chose à voir ou tu ne serais pas encore retourné? Elle réfléchit quelques secondes. D'ordinaire, je passe les derniers jours sur la plage de South Beach, où je fais un peu de bronzette. Je fais 1 ou 2 boutiques pour ramener quelques cadeaux à Paris et... Elle s'interrompt brusquement, ses joues rosissent. Étonné, je la questionne sans penser une seconde être indiscret. Oui, et? Et... Monsieur le curieux qui veut tout savoir. Ma confusion n'est pas feinte. Pardon, je suis désolé, je n'ai pas pensé que... Elle se délecte de mon bafouillage, puis s'en attendrit. Elle me picore le visage de petits bisous. Tu n'as tout de même pas oublié qu'avant toi, à défaut d'une vie amoureuse, j'avais une vie sexuelle. Je t'ai parlé du saphir à Paris. Eh bien, lorsque je venais à Miami, je passais mes premières et dernières soirées dans un bar très sélect, uniquement fréquenté par des gentlemen assurés de ne pas y trouver de professionnels. On y déguste d'excellents cocktails, on y danse et l'on y fait de très belles rencontres. Je bégaye carrément. Encore une fois, désolé, je ne voulais pas être indiscret. Je pensais surtout à des musées, à des expositions. Son éclat de rire a dû réveiller le ou les occupants de la chambre voisine. Exposition, peut-être, mais musée, assurément non. Le Blue Velvet n'est pas précisément connu pour ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Lorsque tu allais dans ce bar, il t'arrivait de ne pas rentrer seule. Mais... Elle pose un doigt sur ses lèvres et mime une timidité que démentent ses yeux et son sourire. Mon Dieu, que de questions. Bon, voyons. Les consommations y sont peut-être un peu chères, mais en contrepartie, ce bar est aménagé de façon à ce que les couples de rencontres puissent conclure sur place. Elle hésite un instant. Ce bar dispose donc d'aménagements particuliers, dont un très prisé. Mes sourcils en accent circonflexe sont le signe évident que je ne m'attendais pas à ça, et que je suis largué. Je veux dire que ce bar dispose d'un salon particulier où l'on peut soit s'isoler en toute intimité avec sa conquête, soit laisser à d'autres la possibilité d'admirer les ébats. Là, c'est ma bouche qui s'ouvre, ou plutôt mon menton qui s'affaisse. Tu veux dire qu'il y a un endroit où il est possible de faire l'amour en public? Deuxième éclat de rire, suivi d'un tendre bisou. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Et tu es souvent allé dans ce bar? Elle réfléchit une seconde. Voyons. À question précise, réponse précise. Depuis mon installation à Paris, c'est la 6e fois que je viens à Miami, y compris aujourd'hui. Donc, 5 fois toute seule. J'allais au Blue Velvet 1 à 2 fois à mon arrivée et autant avant mon départ. Le calcul est donc vite fait. En 3 ans, j'ai dû y aller une 20aine de fois. Et chaque fois, tu as... Elle prend un air très sérieux. Peut-être pas. Il y a eu quelques rares fois où je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Mais j'ai tout de même passé une bonne soirée. On peut aussi danser et discuter avec des hommes charmants, même s'ils ne sont pas sexuellement compatibles. Et puis, j'avais une règle. Jamais 2 fois avec le même homme. Tu vois, je faisais tout pour ne pas m'attacher. Et pour ce qui est de l'open space, je n'y étais qu'une seule fois. Le monsieur avait su me persuader que ce pourrait être très agréable. Il se trouve qu'il avait raison. Mais je le soupçonne d'avoir très vite détecté mon côté exhibitionniste. Je ne sais quelle tête j'ai lorsque je lui demande. Donc, tu as eu un rapport sexuel en public? Son sourire est ravageur. Oui, on peut dire ça comme ça. Plutôt 2 d'ailleurs. Et ce n'est d'ailleurs pas si vieux. C'était fin octobre lors de ma dernière mission auprès de la NASA. J'ai joint l'agréable à l'utile. Dans ma tête, c'est la grosse pagaille. Fin octobre, il y a... Ses yeux bleus me scrutent au fond de l'âme. J'ai l'impression d'être un insecte sous la loupe d'un entomologiste. Elle me prend tendrement les mains, comme pour me rassurer. Oui, il y a près de 4 mois. Comme je te l'ai dit, le tantra peut devenir lassant pour une mentalité occidentale. Ce n'est quand même pas dans notre culture de faire une prière avant de faire l'amour. Elle rit.
D'ailleurs, c'est juste en rentrant de Miami que j'ai lancé mes petites annonces dans le Nouvel Obs. Le tantra à Paris, le bar à Miami, j'avais besoin d'autre chose. Quelque chose de plus tendre et de plus durable. Je crois que j'ai été exaucée au-delà de toute espérance. Ses yeux sont si tendres, ses lèvres si douces. Le baiser et l'évocation de la dernière scène ont fait plus que me déstabiliser. Comme une gamine prise en faute, elle baisse doucement la tête et pose un doigt sur ses lèvres. Elle sait très bien que j'ai envie de la prendre dans mes bras et de la câliner. D'un petit air faussement perplexe, elle demande. Trouves-tu ça répréhensible? Non, pas, pas du tout, tu le sais bien. Je ne suis pas quitte pour autant. Et quelle est donc ton opinion sur ce genre de pratique? Pendant une seconde, je crois que je vais être incapable de répondre. Trop d'images parasitent ma pensée. Puis les mots viennent et se bousculent. Je ne sais si j'ai une opinion sur le fait d'avoir un rapport sexuel devant d'autres personnes. Par contre, je sais que j'ai une opinion sur la femme qui vient de me dire, le plus naturellement du monde, qu'elle l'a fait. Nat, te connaître a été pour moi une révélation. Je viens de si loin en matière de sexe. Tu m'as sidéré par ton intelligence, ta beauté, ta douceur, mais aussi par ta liberté d'esprit, ton indépendance et le peu de cas que tu fais des tabous de notre société, alors même que tu es la personne la plus croyante que je connaisse. Pour toi, ce qui est péché, c'est d'utiliser l'autre en lui brisant le cœur. Je me souviens de notre dispute dans le studio à Paris, au sujet des billets d'avion pour Miami. Tu étais très en colère et tu m'avais demandé si je pensais que le pénis et les testicules que j'avais entre les jambes faisaient de moi un être supérieur. Je t'avais répondu que rien ne pouvait être plus éloigné de moi qu'un tel concept de la virilité. Je suis hors de moi quand j'entends dire d'une femme qui assume sa libido que c'est une pute, alors que, si c'est un homme, les mêmes abrutis vont admirer sa virilité. Aujourd'hui, on parle d'une femme libérée pour désigner celle qui, faisant fi des tabous sociaux ou religieux, a pris sa sexualité en main. Libérée? Libérée de quoi? Je n'ai jamais entendu parler d'un homme libéré, sauf pour ceux qui sortent de prison. Cela signifie-t-il que les femmes sont en prison du fait qu'elles sont femmes? Je t'aime, Nat. Je t'aime et je t'admire pour tout ce que tu es. Ta liberté d'opinion et ta liberté sexuelle. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu faisais l'amour. Tu étais si belle, Nat. Comme je suis sûr que tu étais belle dans les salons de ce bar. J'aurais bien voulu être une petite souris, mais... Elle ne me laisse pas terminer. Elle est déjà dans mes bras, des larmes plein les yeux. Oh, John, tu es l'être le plus magnifique que je connaisse, et j'ai le bonheur d'être aimée de toi tel que je suis. Merci à Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Je t'aime si fort, John. Elle se recule un peu, s'essuie les yeux d'un revers de main. Une de ses lèvres tremble tant elle est émue. Tout doucement, son expression change. Je connais cet air-là. Nathalie l'espiègle et Nathalie la coquine ne sont jamais très loin derrière Nathalie l'émotive. Attends, tu viens de me dire que tu aurais voulu être une petite souris? Exact. Oui. Ce qui signifie que tu ne serais pas opposé à mettre tes pas dans les miens? Je rougis un peu et cherche un moyen de changer de sujet, sans répondre à cette question plus qu'embarrassante, d'autant qu'une foule de sentiments contradictoires se télescope dans ma tête. Oui, enfin, non, ce sont des moments privés. Nathalie me regarde, interloquée. J'avais cru comprendre que... Mais j'admets parfaitement que cela puisse te gêner et que tu n'aies pas envie de vivre ça avec moi. Donc... De peur qu'elle ne close la discussion, je réponds aussitôt. Comment n'aurais-je pas voulu être là à cet instant? Bien sûr que si. J'ai parlé spontanément, sans réfléchir. Les yeux de Nathalie sont au fond des miens. Elle scrute au plus profond de mon cœur. De l'émotion, elle est passée à l'espièglerie. Mais maintenant, c'est du désir que je lis en elle. Le feu aux joues, elle me demande. Aurais-je ta permission pour y retourner? Avec toi, bien sûr, pour te faire connaître cet endroit. Le temps de décoder sa question, je m'entends répondre. Tu n'as aucune permission à me demander, seulement t'assurer que nous sommes en harmonie. Et ça, tu l'as toujours fait. Tu es quelqu'un de droit. S'il y avait eu la moindre réticence dans ce que je viens de dire, Nathalie l'aurait perçu. Il n'y en a pas. Elle se serre contre moi, me souffle à l'oreille. C'est vrai? Tu voudrais bien? Oh, John,
J'ai envie d'y aller avec toi. Ce serait un morceau de ma vie que je t'offrirais. Je t'ai fait connaître Miami, les Keys, les Everglades, Melbourne où j'ai vécu étant petite. Je t'ai dit que nous irions un jour au Saphir à Paris. Alors, pourquoi pas au Blue Velvet? Son baiser mange toute ma bouche, pendant une longue minute, comme si elle voulait que je boive sa vie. Tu veux bien qu'on y aille? Oui, Nat. Comment refuser alors que tu m'offres une fois de plus d'entrer dans ton jardin secret? Elle se blottit dans mes bras et murmure comme pour me rassurer. Ceux qui fréquentent ce bar doivent être membres et ont tous signé une charte qui les oblige à appliquer des règles strictes dont la principale est le respect de l'autre. Tous ne sont pas là pour une rencontre, mais simplement parce qu'ils s'y sentent bien. Ceux qui recherchent une ou un partenaire pour un soir viennent tout autant pour le plaisir de la séduction que pour celui du sexe. Et il y a souvent la séduction sans le sexe. Toutes les options sont ouvertes. Ce qu'elle m'a dit il y a une seconde me revient à l'esprit. Tu viens de dire que, pour entrer, il faut être membre. Je ne le suis pas. Elle caresse ma joue, m'y fait un bisou. Je le suis depuis 3 ans. Je peux donc coopter quelqu'un et me porter garant, ce qui lui donne un accès immédiat après qu'il a signé la charte. Sinon, il faut déposer une demande d'admission et attendre environ 1 mois qu'il se soit assuré que tu es correct. Elle rajoute. Que penserais-tu de prévoir cette soirée pour après-demain? Et rien ne nous obligera à consommer, sauf de boissons, bien sûr. Cela dépendra essentiellement du feeling du moment. Mais je crois que ça devrait te plaire. Je l'embrasse longuement. Je n'en doute pas un instant. Avec toi, j'ai chaque fois l'impression de passer de l'autre côté du miroir. En fait, je me suis découvert des fantasmes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je la regarde droit dans les yeux. N'as-tu pas parfois l'impression de déniaiser un puceau? Le regard dont elle m'enveloppe est chaud et tendre. Entre mon entrée en prépa et aujourd'hui, j'ai eu un certain nombre de partenaires sexuels. Mais je n'ai fait vraiment l'amour qu'avec un seul homme. Toi, John. En ce sens, je suis aussi pucelle que tu peux bien être puceau. Alors, sois très doux, comme tu le serais avec une vraie pucelle. Je vais te faire aimer ton corps et en savourer toute la joie et le plaisir. On ne rattrape peut-être pas le temps perdu, mais je vais te faire oublier ces longues années de frustration. Elle bascule sur moi. Je sens la pointe de ses tétons effleurer ma poitrine et son ventre onduler contre le mien. Nos bouches se mêlent et ce baiser va durer tout le temps que la vague va nous bercer et nous rouler dans son écume. Un filet de salive au coin des lèvres, la respiration lente et régulière, Nathalie dort. Il y a bien 10 minutes que je suis réveillé et je la regarde dormir. Nous avons encore le temps, il est à peine 10 heures et notre rendez-vous avec Fred Cunningham est à midi. Je pense que le petit déjeuner sera à la française, avec un café et une viennoiserie. Sinon, nous ne pourrons plus rien avaler des sandwichs que nous aura préparé le mentor de Nathalie. Je me sens en pleine forme, mais c'est grâce à Nat qui a eu la sagesse d'interrompre le débat. Elle a procédé d'autorité à l'extinction des feux, et je me suis endormi en elle, tout contre son dos, un sein dans ma main gauche. Je ne sais si ce sont mes pensées dérivantes qui l'ont effleuré, mais Nathalie ouvre un œil, et comme chaque fois qu'elle se réveille près de moi, c'est un sourire radieux comme un soleil. Bonjour, John. Je t'aime. Morning, Nat. I love you. Son premier bisou est de sucre et de miel, et lorsqu'elle prend mon visage entre ses mains, la magie de son regard me redépose sur terre. Je pousse un profond soupir. Je n'avais qu'une envie, rester dans l'azur de ses yeux. Nous avons pris notre temps. Petit déjeuner, douche. Nathalie a troqué son pantalon de cuir contre un jean slim et un chemisier blanc en percale de coton. Il est vrai qu'elle s'habillerait d'un sac de jute, qu'elle en lancerait la mode. Je sais bien que je ne suis plus l'homme replet et joufflu d'il y a 2 ans, et que 2 heures de musculation par jour ont totalement remodelé mon corps, mais dans ma tête, il demeure comme une sorte de rémanence. Je suis sans doute le seul à l'apercevoir, et dans ces moments-là, je doute d'être digne de cette femme magnifique. À la regarder s'habiller, la sensation revient si forte que je ne peux m'empêcher de le lui dire. Elle s'assied au bord du lit et, me prenant les mains, me fait asseoir près d'elle.
John, je ne vais pas te mentir. Il est certain que je préfère faire l'amour avec un homme grand, beau et musclé qu'avec un petit, chauve et bedonnant. 15 ans de frustration t'avaient enlevé toute estime de toi. Tu as réagi et ta force de caractère t'a poussé en dehors de la spirale qui t'engloutissait. Tu es devenu cadre supérieur en quelques années et cet homme s'est taillé un corps à la mesure de son âme sans rien perdre de sa tendresse. J'étais comme toi, John. Mon mariage m'avait complètement détruite et j'étais devenue boulimique. Il y a 5 ans, j'avais 20 kilos de plus. J'ai réagi, j'ai divorcé et j'ai commencé à reconstruire mon corps. Pour le sexe, ça a été plus difficile. Aujourd'hui, les hommes me désirent et c'est bon de sentir ça. Nous sommes si semblables, John, que l'on pourrait superposer nos chemins de vie et c'est pour ça que l'amour nous a pris le cœur avant même que le désir ne nous prenne le ventre. Mon amour, ne me dis plus jamais que tu te sens nul. Je suis comme toi, John Rhyn. Et si tu es nul, je le suis donc aussi. Je ne sais plus quoi dire. Merci, je t'aime tant, Nat. Son baiser et son sourire ont raison des derniers pans de mur de la prison où je m'étais moi-même enfermé. Il est un peu plus de midi lorsque nous sonnons à la porte de Fred. Il nous introduit dans le hall. Toujours aussi chaleureux, un câlin pour Nat et pour moi une poignée de main aussi franche que le regard de cet homme exceptionnel que Nathalie considère comme son maître à penser. Il débarrasse Nathalie du sac dont elle ne se sépare jamais et dans lequel sont rangés 2 carnets qui représentent le condensé de plus de 12 ans de travail sous forme de notes et d'équations. Le petit encas frugal qu'il nous a préparé nous attend dans son immense bureau, où il a fait un peu de place sur une des tables pour quelques sandwichs au poulet frit et une bonne bouteille de vin. À ma grande surprise, les sandwichs sont préparés avec du pain français, bien croustillant. Étonné, j'en fais discrètement la remarque à Nathalie. Mais Fred m'a entendu et a compris que je parlais du pain. Il me donne une petite tape dans le dos, me sert un verre de vin. Depuis mon séjour à Paris il y a 5 ans, j'ai découvert qu'il existait pour se nourrir autre chose que cet infâme mie pré-mâché que mes compatriotes appellent du pain. J'ai converti bon nombre de mes amis, et le jeune Français qui a ouvert une boulangerie dans le quartier il y a 3 ans croule sous les commandes. C'est sûr, il va devoir s'agrandir. Nous prenons tout notre temps pour déjeuner, et après avoir évoqué l'époque où Nat travaillait sur sa thèse, qui traitait justement des anomalies magnétiques, Fred me pose quelques questions sur ma vie, mon travail et ma longue expérience africaine. Nathalie lui en a parlé hier soir. Je réponds aussi clairement que possible, aidé parfois par Nathalie lorsque je ne trouve pas mes mots. Je n'omets rien de ma relation avec elle, mais sans préciser ma situation matrimoniale. Les Américains sont très stricts en ce qui concerne les relations avec une personne mariée. Pour eux, la famille est sacrée. Si en plus Fred apprenait qu'à l'origine, Nat et moi avions justement choisi cette option pour séparer sexe et sentiments, il serait bouleversé d'apprendre que, malgré tout cela, nous sommes tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Puis la conversation en vient tout naturellement au sujet qui nous occupe et pour lequel, à mon modeste niveau, je pourrais apporter quelques lumières. Je n'en suis pas pour autant devenu d'un seul coup un expert en géophysique. Et Fred n'a pas trop du temps pendant lequel nous dégustons un fondant au chocolat que nous a préparé Meg, pour m'expliquer sommairement en quoi consiste une anomalie magnétique. Comme il emploie des termes qui me sont inconnus, tant en anglais qu'en français, Nat traduit. Le phénomène se passe aux limites de la croûte terrestre et du magma sur lequel elle repose par plaques comme la banquise sur l'océan. Les roches produites par les remontées magmatiques dans les lignes de faille entre les plaques sont essentiellement des basaltes dont la quasi-totalité se forme au niveau de la croûte océanique. Les anomalies résultent de la fossilisation du champ magnétique au moment de leur formation. Lorsque ces roches ferromagnétiques se mettent en place, elles fossilisent le champ magnétique existant à l'instant de leur formation. Ce sont en fait de gigantesques aimants, incrustés dans l'ensemble du champ magnétique de la planète. Le champ magnétique terrestre évoluant en permanence, le magnétisme fossilisé constitue une anomalie par rapport au champ magnétique moyen. Ce qui est notable, c'est que ces anomalies positives et négatives sont disposées en bandes parallèles,
Les anomalies positives sont dues à une aimantation des basaltes lors de leur refroidissement dans le même sens que le champ actuel. Les anomalies négatives sont dues à une aimantation des basaltes dans un champ opposé au champ actuel, ce qui s'est produit lors de l'une des nombreuses inversions des pôles magnétiques de la planète. Ce parallélisme démontre que même s'ils se sont inversés, les pôles sont en fait restés à la même place. J'interromps Nat un instant. J'arrive à peu près à suivre et, si j'ai bien compris, l'essentiel des anomalies se situe dans les lignes de faille au fond des océans. Que vient donc faire celle-là sous la croûte calcaire, au Tchad, au Cameroun et au Gabon? Cela signifie tout simplement que nous avons une lente poussée magmatique en cours depuis des millions d'années à l'époque où il y avait là un océan. D'où la croûte calcaire sédimentaire et qu'un rift semblable à celui de l'Est africain est en formation sur cette ligne que l'on appelle ligne volcanique du Cameroun. Je suis sur le point de poser une autre question, mais Fred propose de débarrasser pour faire place aux livres, cartes et feuilles de calcul qu'il a sélectionnées. 10 minutes plus tard, nous sommes tous les trois autour de la table, penchés sur la carte concernant l'anomalie Tchad-Cameroun, et je pose la question restée en suspens. De ce que je vois sur cette carte, et connais de la région, il me semble que les zones agricoles, y compris les plantations de canne du sud du Tchad et du centre du Cameroun, se trouvent précisément réparties le long de cette anomalie. Je pose donc la question de savoir en quoi je peux être utile, là où un ingénieur agronome aurait davantage sa place. Fred m'explique. Sans vous, nous n'aurions pas remarqué l'augmentation de la densité végétale le long de l'anomalie, parce que ces indications ne figurent sur aucune de nos cartes. Vous avez raison, nous aurons certainement besoin de l'expertise d'ingénieurs agronomes, mais pas dans l'immédiat. Ce que nous souhaiterions aujourd'hui, c'est de procéder à des séries de mesures dans les zones où l'anomalie est maximale, c'est-à-dire là, là et là. Tout en parlant, Fred a, comme je l'ai fait hier soir, posé le doigt sur l'emplacement précis où se situent les plantations. Vous voyez, c'est surtout de vous dont nous avons besoin. Autrement dit, un homme qui pourra nous aider à mettre en place la logistique nécessaire pour l'expert chargé de ce travail et de nous faciliter l'accès aux différentes zones, grâce à ses connaissances parmi les autorités locales. Peut-être même nous obtenir un hébergement sur les différents sites, ce qui faciliterait considérablement la vie et le travail de notre scientifique. Pendant ce long exposé, Nathalie n'a rien dit, se contentant tout comme moi d'écouter attentivement. Mais il me semble avoir décelé dans son regard une lueur que, n'arrivant pas à définir, je mets sur le compte de l'intérêt professionnel. Je pense aussi qu'elle doit être heureuse des marques de sympathie que me prodigue son mentor. Au fur et à mesure des explications de Fred, qui s'appuie pour les illustrer sur des fiches d'organisation de la future mission, la petite lueur dans le regard de Nat ne fait que s'affirmer. Elle garde cependant un masque très professionnel, et je suis à 1000 lieues de me douter de ce qui se trame. Je ne vais pas tarder à comprendre. Sur une petite table, à côté de son grand bureau, Fred nous sert le café et boit quelques gorgées. Il se tourne vers moi. « John, pensez-vous que vos employeurs pourraient nous donner un coup de main ?» Je m'apprête à répondre, mais il poursuit. « De mon côté, je vais tout mettre en œuvre avec la NASA pour que l'ambassade de Paris nous détache Nathalie pour ce job. Elle est, et de très loin, la plus qualifiée pour ça. La foudre tombant à mes pieds aurait eu moins d'effet. Je reste tétanisé, l'esprit engourdi, incapable de penser. Seul le petit sourire amusé de Nathalie me rattache à la réalité. Puis, de nouveau, le sang et l'influx nerveux se remettent à circuler. Je recommence à bouger et à parler, ou plutôt à bafouiller. Vous voulez dire que... Du coup, c'est Fred qui a l'air surpris. Son regard va de l'un à l'autre, puis il réagit. « Nat, tu ne changeras jamais. Encore une de tes cachotteries. Tu ne lui as rien dit. » Elle penche sa tête sur le côté pour me regarder. Non, je sais qu'il adore les surprises. Elle n'échappe à une fessée que grâce à la présence de Fred. Je marmonne entre mes dents. Tu ne perds rien pour attendre. Sachant très bien ce dont je parle, elle me répond les yeux pétillants. Mais j'y compte bien. Ça fait circuler le sang et cela me mettra en forme pour la soirée de demain. L'échange a eu lieu en français. Fred entend mal cette langue, mais en a parfaitement saisi les intonations. Bien les tourtereaux, quand vous aurez fini de roucouler, on pourra peut-être se remettre au travail. Les heures qui suivent vont nous permettre de planifier l'action de chacun. Fred est occupé à rassembler quelques notes,
Et j'en profite pour demander à Nathalie en quoi la NASA peut-elle bien être intéressée par les anomalies magnétiques. Tout en sortant quelques fiches de ses carnets de notes, Nathalie me répond. Le géomagnétisme est un des piliers de la géophysique et c'est un des paramètres les plus importants dans l'opération complexe de mise en orbite d'un satellite et plus encore d'un vaisseau habité. L'électronique et les organismes vivants ne résistant pas longtemps aux radiations solaires, il faut que l'orbite d'un satellite habité ou non reste sous la protection du champ magnétique terrestre, sans lequel la Terre ne serait qu'un caillou stérile. C'est la raison pour laquelle j'ai complété mon doctorat d'astrophysique, ma formation initiale, par un doctorat de géophysique. Une anomalie magnétique peut être à l'origine d'un trou dans le bouclier de la Terre. Il en existe un au large des côtes sud-américaines et les orbites des satellites sont soigneusement calculées afin de l'éviter. Voilà pourquoi la NASA s'intéresse de très près aux anomalies magnétiques. Fred intervient. J'adresse dès demain un rapport détaillé à la NASA, avec un courrier faisant état des compétences de Nat et de sa situation administrative. Du fait que leur plantation se situe sur les zones de recherche, je leur parle de John et de ses employeurs, qui seraient susceptibles de nous aider au niveau du relationnel local et de la logistique. À charge pour toi, Nat, dès que tu reçois le OK du département d'État et celui de la NASA, de prendre contact avec la compagnie de John et d'obtenir un rendez-vous et leur accord. Il serait plus que souhaitable que John puisse t'accompagner. Ça faciliterait considérablement ton travail. Avec un petit sourire en coin, il se tourne vers Nat. À combien évalues-tu le temps nécessaire pour effectuer les différents relevés ? Nat n'a pas longtemps à réfléchir. Un bref regard sur ses fiches recouvertes de formules cabalistiques. Avec les calculs de vérification, environ 5 semaines, à 1 ou 2 jours près. Fred réfléchit. Ok, à vous de jouer les enfants. On va miser pour un début de mission première semaine d'avril, ça me semble raisonnable. La seule inconnue reste la réaction du patron de John. Je pense qu'une lettre de l'ambassadeur devrait faire l'affaire, à condition que vous soyez en France à ce moment-là, John. Car votre patron souhaitera certainement votre présence à une éventuelle entrevue avec Nat. Le reste du monologue de Fred se perd dans une sorte de brouillard sonore. C'est tout juste si je l'écoute. Je viens seulement de réaliser que si tout se passe bien, je vais passer 1 mois en Afrique avec Nathalie. 1 mois et même un peu plus. Je n'arrive pas vraiment à intégrer l'info. Je parviens quand même à balbutier. J'y serai, comptez sur moi.